Alors j'appelle donc Audrey Pulvar, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. Cécile Jallet, qui est directrice générale adjointe du conseil départemental de Dordogne. Aurélie Trouvé, députée de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis. Et puis François Dechy, maire de Romainville. Qui est la puissance invitante pour cette journée. Bonjour, merci à tous et toutes d'être là. Tout le monde l'a dit, à chaque fois que j'ai eu quelqu'un pour préparer cet événement, tout le monde m'a dit il faut une volonté politique, elle est absolument déterminante. Et elle doit être déterminée aussi, c'est-à-dire aller être totalement cohérente avec les discours et les promesses. Qu'est-ce qui nourrit cette volonté politique? Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui nourrit cette envie de passer à cet acte-là et comment dans quel élément de contexte et dans quel périmètre vous agissez? Eh bien, Cécile Jallet, si vous voulez démarrer, je ne sais pas, le conseil départemental. Déjà, vous remplacez Germinal Perrault, qui n'est pas là. Moi, je vais remplacer moyennement, avantageusement Germinal Perraut, qui aurait vraiment voulu être là aujourd'hui et qui vraiment est très déçu de ne pas être là, pour essayer finalement de transmettre ce qui a construit son engagement, son souhait et sa volonté qui est extrêmement forte et qui a permis d'engager et d'embarquer et toute une administration et un territoire avec des difficultés sur lesquelles on reviendra sans doute, mais voilà, je trouve intéressant en tout cas de pouvoir partager ce qui relève finalement aussi d'un parcours individuel, voilà, d'une personnalité politique engagée. Donc c'est d'abord ce qui relève de son engagement national, des échanges qu'il a pu avoir et de sa responsabilité de responsable de la politique agricole au sein du Parti socialiste dans les années 90 et 2000. À cette occasion-là, il a pu se rendre à plusieurs rendez-vous internationaux, notamment de l'OMC, dont il est revenu totalement catastrophé en disant grosso modo on est mort. Donc c'était extrêmement... voilà, c'était à peu près ça. Donc, qui était voilà, le modèle de la mondialisation comme seul modèle viable pour l'agriculture, ce qui était vendu à l'époque. Et issu d'un territoire agricole, il s'est dit, mais soit on est capable à l'échelle de jouer local, effectivement, pour travailler la relocalisation de la production et déjà les circuits courts, soit notre agriculture, elle est terminée. Donc ça, c'était son premier, voilà, le premier effet fort. C'est aussi un enseignant de formation. Donc voilà, le lien était pour lui important. Ça a un rapport aussi à quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'intime, connaissant beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'enseignants, mais beaucoup de gens vraiment issus du monde agricole. Il a aussi fait le constat du nombre de maladies qui touchaient les agriculteurs. Et ça, c'était aussi une vraie prise de conscience. Et voilà, c'est grosso modo avoir la moitié de ses amis qui meurent d'un cancer à 50 ans au bout d'un moment. Voilà, quand on peut faire quelque chose, on a envie de le faire. Et c'est aussi ça qui fonde un engagement qui est de l'ordre de l'intime et pas seulement du très général. Et ça, c'est important pour cette histoire-là. Et du coup, effectivement, de tout ça, il a voulu penser un projet qui n'était pas un projet alimentaire, qui n'était pas un projet agricole, qui était ce que Joey nous disait tout à l'heure un petit peu, c'est du fait social total. C'est un projet de territoire qui permet de porter à la fois une transformation de territoire, de la question finalement agricole qui touche l'environnement, mais qui touche aussi le social. On va reparler de rémunération des agriculteurs. Tous ces enjeux-là sont traités parce que quand on tire cette pelote de la restauration collective, on tire tout ça. On tire de l'environnement, on tire du social, on tire de l'économie et de la santé. Voilà, donc ça permet vraiment de répondre à toutes ces questions-là et c'est vraiment ça qui a fait, je pense, son engagement. Voilà. Merci. François Dechy, vous, c'est aussi les citoyens qui sont venus toquer à la porte en disant si vous le faites, on vote pour vous. Mais, mais pas que. Enfin, on peut dire aussi que c'est une bonne raison. Hein.
Mais qu'est-ce qui a nourri cette volonté Non, mais politique je pense que dans des aventures comme celle-là, il y a toujours une partie d'intime, il y a une partie d'engagement que moi j'avais eu la chance de faire d'abord dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, et donc de voir et d'appréhender la question alimentaire comme une question en soi, mais aussi une question comme un levier de développement territorial, de création d'emplois, de vivre ensemble. Et donc, quand on a la chance, une fois passé de l'autre côté du mur des décideurs politiques, de croiser une dynamique citoyenne et finalement des parents d'élèves qui râlent, ça c'est pas très original, mais des parents d'élèves qui râlent, qui s'indignent, qui caractérisent leur indignation et qui ensuite se transforment en vecteurs de propositions exigeantes et en même temps bienveillantes dans la proposition et l'interaction avec la collectivité publique, c'est du bonheur. Nous, on mène face à tous les défis auxquels on est confronté sur un territoire comme le nôtre, les défis sociaux, les défis écologiques, les défis démocratiques, on a la conviction qu'on doit avoir des communes exemplaires en termes de services publics, avec toutes les contraintes auxquelles on est confronté aujourd'hui, en termes de raréfaction des ressources, en termes de progression folle de notre population, en termes de contraintes des différents du contexte institutionnel et politique. On a la conviction qu'il faut qu'on soit le plus engagé possible et que notre engagement, il doit être challengé, augmenté, amélioré par la participation citoyenne, par la participation de la société civile organisée. Donc quand on a la chance d'avoir sur un sujet aussi fondamental que la restauration scolaire, un collectif qui se monte et qui débouche sur la création d'une structure de l'économie sociale et solidaire et qui construit avec nous la révolution, on l'a saisi et on y va. Et ce moteur-là, parce que finalement dans la restitution que vous avez eue des services, on est quand même sur un sujet qui est délirant. On se dit, on en est là à devoir faire un colloque pour expliquer que cette révolution et encourager tout le monde au grand soir. Bon, la révolution, elle est très pragmatique quand même. Vous avez vu, on est sur un sujet où c'est pas plus cher, on a des agents plus épanouis, on a des élus ravis, on n'a jamais eu autant de retombées presse sur un sujet d'engagement et finalement on a le produit de 40 ans de système, d'imaginaire centré, pour reprendre les mots de notre cher philosophe, qui est centré sur l'industrialisation, sur la compétition, sur l'individualisme, et on a là un sujet qui permet de renouer avec un destin plus coopératif, plus tourné vers les besoins que l'offre, et c'est une vraie opportunité pour un territoire comme le nôtre que de pouvoir embarquer sur ce sujet. Merci. Audrey Pulvar, quand on est adjointe à la maire de Paris, là, on monte en gamme en termes de périmètre d'action. Bah oui, parce que là, on est sur plusieurs millions de repas quand même. Est-ce que ce sont les parents grincheux ou la crainte de la dépendance, l'extrême dépendance alimentaire de Paris? Qu'est-ce qui fait que c'était un projet déterminant pour la maire et pour vous? Alors, il y a effectivement, pour répondre à votre question, d'abord bonjour à toutes et tous, pour répondre à votre question sur la volonté politique, oui, il faut une volonté politique forte, déterminée et incarnée, parce qu'en face, quelqu'un disait tout à l'heure, ils ne vont pas, c'est vous-même je crois, ils ne vont pas se laisser faire. En face, il y a une volonté industrielle, économique et de défense d'intérêt d'un tout petit nombre au détriment du plus grand nombre, qui est, elle, déterminée, très riche, qui a beaucoup de moyens et qui peut aller très 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 loin, y compris dans les publications scientifiques, pour expliquer que le business as usual a toutes les bonnes raisons de continuer, puisqu'évidemment, il nous faut produire pour nourrir la planète. Alors, produire, j'ai juste signalé qu'on produit déjà 50 voire 60% de denrées supplémentaires sur l'ensemble de la planète par rapport à ce qui est nécessaire pour nourrir l'ensemble des habitants de la planète. Donc on est déjà en surplus de 60% et pourtant 800 millions de personnes
ont faim. 800 millions à 900 millions de personnes ont faim sur Terre. Et on a les moyens de nourrir chaque être humain aujourd'hui, chaque enfant qui naît partout dans le monde aujourd'hui, on a les moyens de le nourrir ou la nourrir à sa faim. Et les mêmes vous expliquent que donc, la vocation de l'agriculture française, c'est de nourrir la planète. Et moi, j'ai tendance à dire, déjà, commençons par nourrir la population française. Commençons par rémunérer correctement les paysans, paysannes, agricultrices, agriculteurs, éleveuses, éleveurs français. Et ensuite, quand on aura fait ça, peut-être qu'on pourra s'occuper de nourrir le monde. Et ce à quoi ces mêmes tenants du business as usual me répondent, oui, mais si on fait ça, on ne sera pas compétitif. Ouais, mais peut-être, mais au moins on va correctement rémunérer, produire et rendre résilients des territoires. Il y avait la volonté de la maire de Paris de poursuivre ce qu'elle avait entamé dans son premier mandat, qui était placé sous le signe de la transition écologique de la ville. Et on part du constat que les secteurs agriculture, alimentation sont le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris. Le premier poste, c'est l'aérien. Deuxième, 25%, c'est agriculture, alimentation. Quand même assez loin devant les mobilités ou le logement, etc. Et donc, la première réflexion, logiquement, c'était de se dire, si on veut agir pour que Paris réduise son empreinte environnementale, il faut agir sur le secteur agriculture, alimentation. Deuxième étape de la réflexion, pourquoi songer que l'alimentation durable serait uniquement réservée à celles et ceux qui ont les moyens de se l'offrir. Donc il y a une question d'accessibilité. Et alors puisqu'on en est à évoquer des raisons personnelles et intimes de s'engager, cette volonté-là, elle a rencontré la maire de Paris, m'a confié ces missions-là, et elle rencontre ma propre histoire issue d'un territoire qui a beaucoup souffert et souffrira pendant encore au moins 7 siècles, c'est ce qu'on nous promet, de l'impact de l'usage des pesticides. Pas seulement le chlordécone, mais en grande partie. Et non seulement j'ai vécu, moi, dans mon enfance, et j'ai vu autour de moi les impacts directs, immédiats quasiment, enfin immédiats à l'échelle d'une vie, des pesticides sur la santé humaine, sur la santé animale, sur la qualité des eaux, des sols, de l'air, etc. Mais en plus, aujourd'hui, enfin depuis 5-6 ans, ça ajoute l'impact de l'usage des pesticides et de l'agrochimie en général au Brésil, qui a pour conséquence, en plus conjugué au réchauffement climatique, qui a pour conséquence une invasion d'algues sargasses toxiques sur le littoral, entre autres de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc le Guadeloupéen de l'étape, c'était le chef tout à l'heure, et la Martiniquaise de l'étape, voilà, il est là, c'est moi. Et donc, si vous voulez, moi, je suis une petite fille d'agriculteur, et j'ai vu autour de moi aussi bien des impacts en termes de cancer qu'en maladie de Parkinson, en prévalence de maladie d'Alzheimer, de façon totalement délirante, et s'y ajoutent maintenant les perturbateurs endocriniens. Et moi, j'ai vécu ça vraiment dans mon entourage très proche, de façon très précise. Donc, il y a cet engagement déterminé à aller contre ce système, et je pense qu'en plus, c'est possible. Donc je vais revenir sur toutes les actions qu'on mène sur le sujet, mais j'entendais dans les 2 précédentes tables rondes la question de la structuration des filières. Elle est évidemment sur un territoire comme le bassin parisien, elle est particulièrement importante, mais elle est tout à fait possible. Là aussi, c'est une question de volonté politique. La question de la réplication, oui, mais si tous les territoires se mettent à vouloir ça, mais est-ce qu'il y aura de la concurrence et tout? Mais ça aussi, on y réfléchit. Et puis sur la question de pouvoir faire, en fait, ce qui était dit par notre philosophe tout à l'heure, et pas que lui, oui, tout ça est possible, en fait. Ça n'est absolument pas aberrant de se dire qu'on va nourrir et on peut, alors une ville comme Paris avec 30 millions de repas par an, si on n'utilise pas le levier de la commande publique pour accompagner la transition de l'agriculture et accompagner la transition des régimes alimentaires, c'est qu'on n'a rien compris. Donc oui, c'est possible. Et c'est difficile, c'est long, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Et pardon, juste un petit mot, excusez-moi, je suis très bavarde, mais juste un petit mot sur le thème de la journée, parce que moi je trouve ça génial, la révolution délicieuse.
Vraiment, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie dans tous nos combats. C'est comme, j'avais eu une fois en table ronde une intervenante qui disait, mais il faut arrêter de parler de menu végétarien et parlons de menu végéta plus, parce que quand on est sur du végétarien, on a plus finalement et on n'a pas rien. Et je pense que c'est important qu'on garde à l'esprit cette vous voyez, vous m'avez marqué, hein, je m'en souviens encore. Je voudrais qu'on garde à l'esprit cette dimension positive et de jolie vie que nous portons tous dans nos décisions, parce que oui, on améliore notre empreinte environnementale, oui, on travaille pour la santé publique, oui, on améliore le revenu des paysannes et des paysans, oui, on fait mieux pour l'environnement, pour le vivant, pour l'écosystème, donc tout ça c'est déjà très bien, mais en plus c'est bon. En plus c'est bon et apparemment ils s'amusent à le faire. C'est délicieux. Et donc voilà, c'est une bravo révolution pour délicieuse. Aurélie Trouvé, vous êtes députée de la nouvelle circonscription de Seine-Saint-Denis, secrétaire à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est là où se joue pas mal de choses quand même, et qu'il y a des leviers. Est-ce que la loi sert de levier? Mais est-ce qu'on peut porter ces sujets-là? Et est-ce qu'il y a une écoute dans une Assemblée hyper hétérogène comme celle qu'on a en ce moment? Bien, déjà, bonjour à toutes et tous. Donc, il se trouve que la 9e circo, c'est ici, en fait. Ouais. Donc, je suis députée d'ici, en l'occurrence. Et d'ailleurs, très heureuse que ce soit voilà, avec une ville comme Romainville et qui s'engage dans un tel projet. Alors, moi, il se trouve que, en fait, certains le savent ici, mais je bosse là-dessus depuis très longtemps, puisque j'étais prof à l'Agro de Paris, dans l'équipe de René Dumont, enfin, fondée par René Dumont, et qui justement a été, alors, outre le premier candidat à la présidentielle écologiste, mais surtout un grand agronome qui est sans doute un des premiers à avoir pensé qu'il fallait une vaste bifurcation agroécologique et que c'était ça la modernité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour répondre aux immenses enjeux d'emploi, aux immenses enjeux de santé, et puis évidemment aux immenses enjeux écologiques, il fallait cette immense bifurcation agroécologique de l'ensemble des systèmes de production. Pas seulement une petite niche, hein. Pas seulement aujourd'hui, c'est 10% de la surface, c'est absolument pas suffisant le bio en France. Évidemment, il faut que ce soit l'ensemble de ces agricultures qui entament cette bifurcation. Et donc je me suis engagée il y a déjà assez longtemps sur cette question des cantines parce que ça a été dit tout à l'heure dans la table ronde. En fait, c'est un immense levier aussi. Alors je parlerai des élèves plus tard, mais évidemment des enfants, mais c'est aussi un énorme levier de développement de l'agriculture biologique. On s'y prend par la demande, quoi. Voilà. Et ensuite, c'est aussi, puisqu'on en est aux raisons intimes, moi, ça a été, en fait, l'alimentation et l'agriculture, c'est le sens de mon engagement quand j'ai 20 ans, quoi. C'est-à-dire, je suis en formation agronome. Je veux dire, on me parle d'OGM et tout ça à l'école d'agro. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont parlé altermondialisme, qui m'ont parlé de révolution agroécologique, et c'est le sens de mon engagement militant dès le départ, quoi. Et donc je trouve que ce projet, ce que porte Romainville, c'est en fait ce qui devrait être fait dans l'ensemble des collectivités territoriales. Tu disais, c'est une révolution bien pragmatique. Alors malheureusement, cette révolution, elle ne vient pas assez vite. Bon, c'est aussi, nous, quelque chose qu'on a porté avec la Confédération paysanne, la FNAB et tout ce collectif Nourrir aussi, où il y a 50 organisations, et évidemment les associations qui sont ici et en lien avec le projet de Romainville. Et donc maintenant, en fait, moi, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir porter fortement dans l'Assemblée nationale. Pour ça, d'ailleurs, moi, je suis allée dans la Commission des affaires économiques et qu'aujourd'hui, je suis rapporteure pour l'Assemblée nationale et l'opposition du groupe de suivi sur la loi d'orientation agricole. J'espère, c'est pas gagné, qu'on puisse introduire là-dedans des amendements, en tout cas de quoi soutenir à un niveau national ce type de projet, parce que tu me le disais la dernière fois, François, en fait ça coûte cher aux collectivités territoriales. Enfin, au départ quand même, c'est un engagement, enfin c'est pas rien comme engagement, et puis c'est compliqué suivant les collectivités territoriales. Bon, moi je connais bien le cas de Montreuil, il se trouve qu'à Montreuil c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est déjà avec la Sogeres actuellement, donc il faut remunicipaliser. Il n'y a plus de restaurants, de cantines à l'intérieur de chaque école, donc il faut une centrale d'achat. Mais comment on fait pour faire de la liaison chaude? Comment on fait pour reconstruire tout un tas de filières? Déjà, moi, une chose, c'est que sans remunicipaliser, c'est impossible. Parce qu'il y a un quasi-monopole d'Elior et de la Sogeres quand on est en délégation avec le privé, donc qui savent faire quasiment que de la transformation, qui du coup ne savent pas aussi entamer une grande transition alimentaire.
Donc je dis simplement qu'il y a des freins, et s'il n'y a pas une impulsion, une aide nationale conditionnée, bio, locale, aux collectivités territoriales, eh ben on y arrivera difficilement à une échelle nationale. Or, les objectifs d'Egalim, on est très très loin. On est à 7-8% de produits bio dans les cantines quand l'objectif il est à 20%. Voilà. Et donc, il faut une impulsion nationale, une aide forte conditionnée qui sera bonne pour tout le monde. Ce sera de la justice sociale, ça sera une réponse aux impératifs écologiques. Chaque enfant en France qui puisse avoir une alimentation suffisante, saine surtout, que le bio ne soit pas réservé à une certaine partie de la population. Ouais, c'est une petite révolution pragmatique, mais pour moi, c'est une urgence. Je finirai là-dessus. Parce que, attention, avec l'inflation, il y a tout qui s'empire, quoi. Enfin, en fait, vous avez vu, la semaine dernière, 16% des gens déclarent, et c'est en forte augmentation, ne pas manger à leur faim. Il y a un effondrement du bio. Il y a des agriculteurs qui se déconventionnent actuellement. Un effondrement du bio, et je pèse mes mots, en France. Il y a un effondrement et de l'offre et de la demande en bio. Donc il y a une urgence. Et cette urgence, la réponse, elle peut passer notamment par les cantines bio et locales. Donc vraiment bravo pour ce projet, parce qu'il en faudrait beaucoup en France. Est-ce que Cécile Jallet ou Audrey Pulvar, vous pouvez nous parler un petit, parce qu'on a parlé beaucoup de Romainville, mais sur le territoire, sur les départements, c'est normal, hein, mais c'est sur le département de Dordogne et à Paris, là on change un peu de gamme, et donc effectivement, je crois que c'est 30 millions de repas à l'année sur Paris, et le département, bon, vous travaillez, vous, sur 16 collèges. 35. Non, 35 collèges, pardon, mais ils sont en train d'être tous... Alors, voilà. Ils ne sont pas 35 bio, on est d'accord. Ouais. Et du coup, quelles sont les choses qu'il faut mettre en place pour lever les freins locaux, parce qu'il y en a quand même. Clairement, tout le monde a envie de ça, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de freins. Et comment ça s'est passé sur la Dordogne et comment ça va se passer sur Paris, puisque vous êtes en cours d'élaboration d'un plan? Alors, je vais répondre à votre question. Je vais juste avoir une petite réaction sur effectivement le rôle local, enfin le rôle national. Et ce qui peut être attendu, parce qu'il y a une baisse, effectivement, un déconventionnement des agriculteurs bio, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de bio qui finalement part dans l'agro-industrie, ce qui est pour le coup, nous, le contrat de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on porte sur le fait de cuisiner directement les produits, et c'est la question du produit, et finalement, on le sait aussi, le produit brut, il n'est pas plus cher. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du conventionnel, le conventionnel augmente beaucoup plus, y compris pour la restauration collective, que le bio. Donc voilà, c'est finalement le lien qui est tout le temps fait entre le bio et la cherté. Aujourd'hui, finalement, il est plus que jamais, moins que jamais pertinent, au bout du bout. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut voir comment, finalement, vous disiez tout à l'heure, l'agro-industrie, elle joue à peu près tout. Du lobbying, de l'agressivité, mais aussi de la fausse transformation. Elle joue d'à peu près tous les leviers possibles. HVE. Haute valeur environnementale. Voilà, tout ça joue. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se positionner. Et la loi Egalim, finalement, elle permet... On pourrait la respecter et être qu'avec du bio-industriel. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment ce vers quoi il faut qu'on aille en termes de transformation globale des territoires? Voilà, c'est juste pour réagir à ça. Et donc après, en Dordogne, effectivement, la manière dont on travaille et qui est une manière compliquée, c'est un peu ce que décrivaient les différents intervenants qui ont parlé de la Dordogne avant. C'est un enjeu de transformation à toutes les échelles. Donc depuis un travail qui est fait sur la transformation agricole, sur les enjeux de logistique. Parler de filières, c'est la question des filières effectivement de production, mais la question de la logistique, elle est fondamentale. Ce que disait la dame tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez créé une plateforme logistique spécifique en Dordogne. On a contribué à ça, oui. Du coup, on s'est transformé, on est une collectivité au départ. On est un département, hein, donc nos compétences, c'est le social, c'est l'éducation, c'est les routes, en gros. Et on devient, de fait, avec ce projet, effectivement, un expert en transition agricole. Là où, pour le coup, notamment la Chambre d'agriculture n'est pas très présente sur ces enjeux-là, on devient effectivement un opérateur de mise en œuvre de logistique, on devient un expert de l'achat public, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en branle, et un enjeu de création d'un collectif. C'est là que, pour le coup, la rencontre initiale aussi, hein, avec le collectif, les pieds dans le plat, nous oblige à être dans le collectif, nous aussi, ce qui fait partie
des choses qui sont intéressantes dans le projet et qui ont été aussi compliquées. Il y a plein de petits... Enfin, on est dans du changement. À partir du moment où on est dans du changement, une organisation, ça résiste. Donc ça, c'est un peu voilà, la base du management des organisations. Et finalement, tout le travail qu'on doit mener, on le mène sur comment on lève petit à petit les blocages. Et on les lève petit à petit. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est un territoire rural où il y a de la production, on a 1400 fermes bio, on est effectivement... Enfin, on a une grande diversité de production. On est le plus beau département du monde, mais ça c'est un autre sujet. Ça, je ne pouvais pas m'en empêcher. Au-delà de ça, voilà, on a beaucoup de difficultés sur plein de choses. On a une agriculture conventionnelle qui s'oppose. On nous a regardé faire au début, on nous a trouvé mignons. Aujourd'hui, on nous trouve beaucoup moins mignons. Voilà. Et est-ce que vous le ressentez, c'est-à-dire cette résistance-là? Ah oui, on la ressent et elle s'exprime officiellement maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Dans des temps publics où l'agriculture conventionnelle devient vraiment extrêmement agressive à l'égard de la collectivité sur le fait que voilà, on détruirait l'achat public local avec notre projet. Là où, enfin, ce qui est de manière tout à fait statistique totalement faux. Totalement faux. Puisque de toute façon, les agriculteurs conventionnels ont pour le coup beaucoup de mal à intégrer la question de la commande publique. Parce que là, on va reboucler sur quand même l'administration, c'est sympa, mais quand même répondre à un marché public, c'est quand même chiant pour tout le monde. Donc pour les agriculteurs, donc c'est une complexité, c'est une réalité. Et on leur impose, enfin, voilà, les agriculteurs qui passent en bio, ils doivent être labellisés Ecocert, ils ont déjà, enfin, c'est administrativement lourd pour eux, et s'ils doivent en plus répondre à une commande publique complexe, lourde parce qu'on fait des gros marchés, etc. Enfin, ça devient effectivement, il leur faut des agents pour ça. C'est l'intérêt d'avoir des coopératives, c'est l'intérêt d'avoir des structures de coopération au sens général du terme. Pour le coup, on ne peut pas demander à enfin, on peut le demander, on le fait, mais imposer à des agriculteurs de répondre en direct à des marchés publics, franchement, c'est un enfer de répondre à un marché public. Audrey Pulvar, quand on dit que Paris, enfin avec le plan alimentaire durable qui a été signé à l'unanimité, hein, et qu'on va passer à 100% bio en 2027, alors est-ce qu'on fait peur? Ah oui, ben, on crée de l'angoisse chez certains et du sarcasme aussi. Et comment vous allez vous organiser pour passer 100% bio en 2027? Je vais vous dire ça. Alors d'abord, c'est pas 100% bio, pardon, hein, c'est pas pour vous corriger, mais c'est 100% bio et ou durable. Et je vais expliquer la différence que nous faisons entre les deux. Mais zéro haute valeur environnementale. Ah oui, alors ça, par contre, là, si vous, ça c'est sûr. C'est sûr que la HVE et moi, c'est over my dead body, quoi. Je vais m'enchaîner aux grilles de je ne sais où, mais il n'y aura pas de HVE dans la restauration collective parisienne, ça c'est sûr. En fait, pour tout vous dire, Paris, on en est avec cette mandature à notre 3e plan alimentation durable, dans le second mandat de Bertrand Delanoë, quand Paris s'est engagé dans ces stratégies. La ville était déjà à 8% de bio dans sa restauration collective, et aujourd'hui, donc 2 plans après, au début de la mandature de 2020, on était à 54% de bio et ou durable dans notre restauration collective. Donc je redis, 30 millions de repas par an, 1300 établissements. Crèches, écoles, collèges, EHPAD, restaurants administratifs, du restaurant solidaire, du portage à domicile pour les plus démunis, enfin les plus fragiles. Donc on a élaboré pendant les 2 premières années de ce mandat le nouveau plan alimentation durable de la ville qui effectivement, et je n'en suis pas peu fière, a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris, donc majorité comme opposition. Et c'était pas facile, absolument. Et c'était pas facile, par exemple, de faire admettre à un certain nombre de mes collègues de l'opposition que nous allions passer à 40% de végétariens dans ce plan. Mais en fait, est-ce que c'est une déformation ex-professionnelle, on va dire, ou un tempérament, j'en sais rien, mais moi, j'ai à la fois le souci du travail bien fait, mais surtout de la concertation qui débouche sur, non pas de la compromission, mais un compromis qui soit
non seulement acceptable, mais profitable pour tout le monde. Et donc on a mis 2 ans avec nos gestionnaires, avec des experts, avec des représentants des convives, etc., à élaborer notre plan alimentation durable dont j'estime il est notre feuille de route. Et effectivement, ce plan prévoit que nous passions entre 2020 et 2027, donc il est évidemment bien en marche déjà, de 54% à 100% d'alimentation bio et ou durable. Pourquoi on dit bio et ou durable? Parce que de quel bio parle-t-on? Quand il s'agit d'acheter des denrées pour notre restauration collective, je préfère une viande, par exemple, française de race normande, labellisée, label rouge, qui n'est pas bio, qui n'a pas le label agriculture bio, mais qui est sur un élevage où il y a un vrai travail pour le bien-être animal, où l'éleveur est par exemple en conversion vers le bio et où il respecte les critères de durabilité que la ville de Paris a fixés, donc il n'y a pas l'HVE dedans, plutôt que d'acheter du bio venu de je ne sais où, d'Allemagne ou de plus loin, plutôt que d'acheter du bio industrielle. Donc cette viande, elle ne sera pas bio, mais elle sera durable. Et on a comme ça un certain nombre de labels, Nature et Progrès, Pêche durable, Label rouge, enfin on a une dizaine de labels. Et pas bleu blanc cœur alors non plus? Non, pas bleu blanc cœur, et c'est pas faute de leur part d'insister, mais donc on n'a pas retenu le label bleu blanc cœur. Toute une série de labels, enfin il y en a à peu près 7 ou 8 qui sont hyper exigeants, y compris le label agriculture biologique, et qui nous permettent, puisque nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'avoir en élevage et en agriculture du 100% bio, au moins hexagonal, sinon local, et bien d'être quand même sur un plan alimentation durable hyper ambitieux, mais qui tient compte des réalités du terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Alors ce plan, mais très très rapidement, parce qu'il y a je ne sais combien de recommandations, d'objectifs fixés et de déclinaisons du temps qu'il nous faut pour y arriver, il continue quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire 0 huile de palme dans notre restauration collective, évidemment 0 OGM. On fait la traque aux perturbateurs endocriniens. On a mis en place en même temps une stratégie de sortie totale des plastiques de la restauration collective. Absolument tous les plastiques sont en train de disparaître petit à petit de notre restauration collective. Est-ce que vous remettez aussi des cuisines à l'intérieur des cantines? Oui, tout à fait. Et puis 0 sel de nitrite. On est la première collectivité au monde à bannir totalement les sels de nitrite de notre restauration collective. Donc, pas de jambon au sel de nitrite. Et plein d'autres objectifs comme cela. Et donc, le nouveau plan, il fixe à 100% le niveau de bio ou durable, dont 75% de bio. Et surtout, ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est qu'on fixe aussi à 50% le volume qui devra venir de moins de 250 km de Paris. Alors, donc on a rajouté un critère de proximité. Pour nous, le local, c'est 250 km autour de Paris. On n'est pas dans la même situation que la Dordogne, on n'est pas dans la même situation que d'autres départements ou régions françaises où ce serait quand même plus facile. Nous, on est quand même en Île-de-France, dans une région de grande culture céréalière, d'agrochimie à quasiment 200%, grande culture céréalière essentiellement d'exportation, de nourriture pour les animaux, une région très peu nourricière. Alors, il y a des agriculteurs en durable et en bio en Île-de-France, évidemment. Je salue le GAP qui est présent dans la salle et qui nous aide beaucoup dans la mise en œuvre de ce plan alimentation durable et que, évidemment, nous soutenons. Évidemment, la coopérative bio d'Île-de-France fait partie aussi de notre dispositif, mais on n'en est pas encore à avoir un territoire francilien qui répondrait à la nécessité pour fournir la commande publique parisienne. Et donc, comment on fait pour mettre en œuvre ce plan qui est très ambitieux dans un département, une région où, je le disais, on a un problème d'offre? On crée une association territoriale de coopération. Monsieur, vous parliez tout à l'heure de coopération. On crée une association territoriale de coopération qui est en train de voir le jour entre maintenant et début juillet et qui va s'appeler Agri Paris Seine.
Vraiment très rapidement, pardon si je suis très bavarde, mais en 2 minutes, je vous explique le principe d'AgriParis-Seine. En fait, la maire de Paris avait fait une promesse de campagne en 2020 en disant qu'elle allait créer une coopérative qui allait s'appeler AgriParis. Et tout le monde tout de suite s'était monté, comment ça, la ville de Paris, coopérative, etc. Bon, mais quand je vous disais tout à l'heure qu'on aime bien faire les choses en prenant le temps de les faire bien et dans la concertation, ça fait 3 ans que je suis élue, ça fait 3 ans que tous les jours je travaille sur le sujet AgriParis, qui est devenu AgriParis-Seine. Pourquoi ? D'abord parce que ce qui me guide depuis le début, c'est que je ne voulais pas que Paris soit en surplomb de tout ce qui se passe autour, à 250 km autour. Et que Paris capte, Marion Tagnou l'a un peu évoqué tout à l'heure, entre guillemets, toute la bonne valeur agricole autour d'elle, au détriment des autres territoires. Donc il fallait absolument quelque chose qui soit dans la réciprocité. Ensuite, on a organisé les choses en 4 temps, on va dire. En premier temps, pendant 6 mois, rendez-vous à Tire-Larigot avec tous les gens qu'il fallait voir. Ensuite, on a organisé une convention citoyenne francilienne, pas seulement parisienne, mais francilienne, avec 100 franciliennes et franciliens, une convention citoyenne sur l'alimentation durable, et évidemment avec la production d'un avis citoyen. Ensuite, nous avons organisé pendant 6 mois des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable, avec 1000 intervenants répartis dans 12 groupes de travail, tous les syndicats, les associations de consommateurs, les grossistes, les plateformes, les logisticiens, les gestionnaires de restauration collective, les artisans de ci, les artisans de ça, etc., etc. Et on est arrivé au bout de ce travail-là à un certain nombre de recommandations qui aujourd'hui poussent à la création de cette association. Et cette association, elle va réunir la métropole du Havre, la métropole du Rouen, le département de la Seine-Saint-Denis, je crois que vous connaissez un peu, la métropole du Grand Paris, Haute-Paris, la ville de Paris et le département de Lyon. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a besoin, nous, Parisiens, de territoires qui produisent. Et ces territoires qui produisent ont besoin de structuration des filières, de circuits courts et de proximité. Pas seulement courts, mais et de proximité. Évidemment, je parle d'alimentation durable. Et donc, l'idée de cette association, elle va avoir 4 missions principales pour le moment. Mais la première mission, ça va être d'être un tiers de confiance entre les différents acteurs à tous les niveaux. La deuxième mission, ça va être d'être un observatoire de l'offre et de la demande. Et je vais revenir sur ça parce que c'est particulièrement important. La troisième mission, ça va être d'être une tête de pont qui va créer, initier ou dénicher des dispositifs de financement, par exemple le fonds de portage et de garantie pour l'accès au foncier. Et la quatrième mission, c'est le plaidoyer de l'agroécologie en général, enfin au sens large, c'est-à-dire toutes les méthodes agricoles qui rendent service à la nature, qui préservent des écosystèmes, qui apportent un revenu décent aux paysannes et aux paysans. Et puisqu'il s'agit de volonté politique et qu'il faut incarner cette volonté politique, nous avons demandé, et pourtant dans toutes les collectivités que je vous ai citées, il y a des gens de sensibilité politique très différentes. Dans Lyon, oui. Hein, on a réussi à se mettre d'accord. Hein. Donc on s'est mis d'accord sur nos critères de durabilité, sur les objectifs de l'association, etc. Et pour incarner cette volonté politique très forte, nous avons demandé à Marc Dufumier de présider cette association. Et donc je pense que d'avoir une association collective territoriale qui veut structurer les filières de circuits courts et de proximité de la production et de l'alimentation durable, présidée par quelqu'un qui portera le plaidoyer comme Marc Dufumier, ça en termes de volonté politique, c'est assez fort. Et je reviens d'un mot, et après j'en termine, sur la question de l'offre et de la demande qui a été évoquée dans une table ronde précédente. Moi, ma petite révolution, et j'espère qu'elle sera délicieuse, ça va être de renverser le prisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité comme la ville de Paris, et je pense que c'est aussi le cas pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui a une mission de restauration collective, se dit, ben voilà, moi, pour nous, j'ai 30 millions de repas, j'ai tant d'établissements, alors mes marchés, ça va être des marchés sur 3 ans, 4 ans, et il va me falloir tant de références avec tant de volumes livrés de façon hyper régulière dans l'année, etc., etc. Qui peut répondre à ça ? Qui peut répondre à ce type de marché ? On en a parlé. Ben, c'est les grosses structures, c'est les grosses plateformes, vous l'évoquiez à l'instant. Là, l'idée, c'est de faire l'inverse. C'est pas l'offre du territoire qui devra s'adapter à la demande,
C'est la demande des collectivités qui devra s'adapter à l'offre du territoire. C'est à nous, collectivités, de faire en sorte non seulement de rédiger des marchés beaucoup plus simples, plus allotis, etc., mais de nous adapter aussi à ce que notre territoire à 250 km autour de Paris peut offrir. Et quand on fait ça, et si on veut atteindre les objectifs, puisque tout est lié, on est aussi obligé d'accompagner la montée en puissance du territoire. Et donc, là, on est vraiment sur de l'accompagnement de la transition écologique de l'agriculture sur tout le territoire à 250 km autour de Paris. Donc c'est ça la vraie révolution. Quand les agriculteurs me disent « ouais, mais vous êtes contre nous, etc. » Moi, je dis « ceux qui veulent rester en conventionnel agrochimique, qu'ils restent. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner ceux qui veulent changer. Ceux qui, avec le levier de la commande publique de Paris, sont prêts à s'engager. Et comme je ne veux pas que Paris soit en surplomb et que je veux que ce soit de la réciprocité, l'idée c'est qu'on structure vraiment les filières de A à Z sur l'ensemble de ce bassin de la Seine et qu'on donne de la cohérence à tout ce qui concerne la production, la transformation, le fait d'installer des abattoirs, des légumeries, des conserveries par exemple, à tout ce qui concerne la logistique, plateforme logistique, évidemment la restauration collective, la valorisation des déchets, etc. Donc c'est vraiment, pour nous, on a l'impression d'être au tout début de quelque chose, même si ça fait 3 ans qu'on y travaille, au tout début de quelque chose de très grand. La délibération sera présentée en Conseil de Paris dans 10 jours. Elle sera présentée dans les différentes collectivités au fur et à mesure jusqu'au 6 juillet pour la Seine-Saint-Denis. J'espère que toutes les collectivités engagées par leur exécutif se verront confirmées par leur assemblée dans cette volonté-là. Et je vous donne rendez-vous le 7 juillet pour la création officielle d'Agri-Paris-Seine, pour l'élection officielle de Marc Dufumier à la présidence d'Agri-Paris-Seine. Et si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, vous devriez entendre parler d'Agri-Paris-Seine beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les mois et les années qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Est-ce que François Adechy, vous voulez réagir là-dessus? Parce que vous avez tout fait tout seul, en fait, un peu, très très rapidement. Non, mais c'est vrai. Et est-ce que non, je pense qu'on avait du monde sur scène tout à l'heure. Non, mais non, tout seul, je veux dire. Romainville est parti très fort, très vite, très loin, mais seul. Et là, maintenant, il y a une structure comme ça. Est-ce que ça fait partie des solutions? Et est-ce que vous allez adhérer du coup? Nous, il y avait 2 sujets majeurs sur cette expérimentation. On avait 2 choix. On aurait pu, comme plein d'autres villes qui ont envie de faire de s'engager sur ces sujets, commencer par un plan alimentaire territorial. On en a un à l'échelle départementale, on en a un à l'échelle d'Est Ensemble qui se met en place. On aurait pu apporter notre pierre à l'édifice. Mais très vite, avec Stéphane, on s'est dit on va quand même d'abord faire on est finalement la collectivité la plus proche des habitants, on est en direct, on peut agir concrètement ici maintenant sur quelques sujets et peut-être qu'on fera notre plan alimentaire territorial municipal après. On teste la cantine, on teste, avant de partir dans des grandes digressions sur la sécurité sociale de l'alimentation, on teste la vente de légumes à la cité maraîchère sur la base du quotient familial. Voilà, donc on a lancé beaucoup d'actions très concrètes et on a la conviction qu'on doit décentraliser la production de nos repas dans les cantines. Et autant c'est un anticapitaliste et quelqu'un qui est plutôt de culture social-démocrate qui s'engage sur ces sujets-là, mais on est très radicaux et on choisit la radicalité pour aller vite et bien. Et donc on choisit le 100% bio, le local et le fait maison dans la cantine. Ce choix-là, il est un choix finalement municipal, de remunicipaliser et finalement d'assumer politiquement que la production, elle doit se jouer à l'échelle municipale et même à l'échelle de chaque école. Ça ne disqualifie pas du tout la question de la coopération. C'est le discours qu'on porte, y compris au sein du CIRESCO, puisqu'on est membre du CIRESCO, et le CIRESCO est de fait le partenaire de notre transition, puisque pendant qu'on a une cantine, et bientôt 2, bientôt 3, 4, 5, 6 sur 10 ans, il faudra bien quelqu'un qui produise les repas en parallèle. Et donc cette question de la coopération
interterritoire, intercommunale, elle est fondamentale si on veut porter un certain nombre de sujets. Mais de grâce, arrêtons d'utiliser la coopération intercommunale pour faire des usines à 45 000 repas par jour. Utilisons la coopération intercommunale, comme l'a évoqué Audrey, pour structurer des filières, pour dialoguer avec des paysans, pour construire, pour mutualiser les fonctions de qualité, d'approvisionnement. Mais donc on a un enjeu de repositionnement de la coopération et de portage du plaidoyer. Donc c'est comme ça qu'on l'envisage aujourd'hui. Enfin, vous dites que vous n'êtes pas contre la coopération tout en restant dans le Ciresco, mais vous allez en partir quand même. Il y a une sortie lycée du Ciresco qui se profile. Le Ciresco, c'est un espace, c'est un syndicat intercommunal qui est démocratique. Il se trouve que notre positionnement et notre choix n'est pas majoritaire aujourd'hui. Donc voilà, moi je respecte les règles du jeu politique. Le Ciresco, dans 10 ans, quand on aura terminé notre transition et que nous n'aurons plus besoin d'apport d'une cuisine centrale, qu'est-ce qui sera devenu? C'est un choix politique. C'est un choix politique, ça se jouera dans les élections. Le Ciresco, c'est rien d'autre chose que les 40 villes qui le forment. Donc, si demain, au sein d'un syndicat intercommunal de restauration ou au sein de l'association, je ne sais plus, Agri-Paris-Seine, il y a des sujets, si on prend l'exemple du Ciresco, d'offres de services partagés, mutualisés qui se mettent en place. Moi, je suis pour des syndicats intercommunaux où on peut adhérer pour partager un certain nombre de fonctions. Si c'est demain, vous savez, dans toute la ceinture rouge de Paris, dans les années 40, 50, 60, on achetait des colonies. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'en est débarrassé. Nous, il nous reste une très belle colonie dans les Hautes-Alpes, avis aux amateurs. Je pense que le sujet de demain, c'est dans nos liens avec des territoires ruraux, c'est celui qu'exposait Audrey, c'est comment on travaille les fournisseurs, comment on accompagne l'implantation de paysans. Et donc tous ces sujets, c'est de la coopération pour être au bon niveau. Et j'en profite, un dernier point. Il y a effectivement un enjeu de volonté politique, il y a un enjeu de difficulté. C'est pas facile de passer, quand on doit faire 3 000, 9 000 repas par jour. Après, il y a aussi des choix politiques que peuvent faire toutes les villes, y compris des villes de Seine-Saint-Denis, confrontées à des difficultés. L'investissement qu'on a mis pour transformer l'école Bastier, la cuisine l'office de réchauffage des barquettes en plastique en cuisine de production, c'est 300 000 €. C'est 2 fois moins cher qu'une cour Oasis. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville de la première couronne qui ne fait pas des cours Oasis parce que c'est le truc à la mode et qui est très utile pour désimperméabiliser. Donc c'est moins cher qu'une cour Oasis de transformer cette cuisine. On aura des écoles où ça sera 2 cours Oasis pour le coût de transformation de l'office en cuisine. Donc c'est un choix politique. Après, il faut effectivement que ça suive en termes de cofinancement public, puisque communes, nous sommes très dépendants de cofinancement par l'État. Et aujourd'hui, sur les 300 000 € de l'école Bastier, c'est 100% d'argent municipal. On a 0 cofinancement dédié sur ce sujet, avis aux amateurs. Quand j'installe, ça va faire hurler ma voisine, une caméra de vidéoprotection, j'ai 45% de subvention. Donc là, il y a aussi, au niveau national, d'autres choix politiques à porter. Et donc, si on veut vraiment accélérer et convaincre des élus qui sont moins convaincus que nous aujourd'hui, il faut effectivement des politiques publiques structurantes et des financements mobilisables plus facilement que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Aurélie Trouvé, on voit bien que c'est pas quelques cantines exemplaires. Là, c'est vraiment, on parle de transformer totalement le modèle agroalimentaire dominant. Et à l'Assemblée, il y a des leviers où il n'y a pas de possibilité quand on a des résistances politiques. Quels sont les leviers et quels sont les trucs à jouer dans les années qui viennent? D'abord, je vais être très concrète. D'abord, il y a un gros problème de démocratie, comme vous l'avez pu le remarquer. Et de marge de manœuvre d'une Assemblée nationale, y compris quand il y a une minorité présidentielle relative. Je vais être très concrète. Oui. D'abord, la politique agricole commune, vous savez, c'est 9 milliards d'euros d'aide par an. Versés aux agriculteurs, ça représente 30 000 € par bénéficiaire de la PAC. C'est énorme. D'accord ? Eh bien, il faut savoir que ces 9 milliards d'euros d'aide par an, eh bien, l'Assemblée nationale ne codécide pas sur sa distribution.
alors qu'aujourd'hui, les États membres ont énormément de marge de manœuvre pour distribuer comme ils le souhaitent ces 9 milliards d'aides par an. Et je dis que c'est relativement grave parce que moi, j'avais encadré une thèse qui montrait que, en fait, plus on pollue, plus on touche d'aides par hectare. C'est tout simple. Et les aides PAC, elles sont versées par hectare. Donc en plus, elles subventionnent le capital foncier plutôt que le travail et plutôt que, évidemment, les services environnementaux. Ce qui fait qu'une ferme bio, en moyenne, touche beaucoup moins qu'une ferme conventionnelle par hectare et surtout par actif agricole. Donc ça, c'est un premier problème, sachant que les aides au maintien en bio ont été supprimées il y a quelques années. Donc c'est derrière les grands discours, vive le bio, machin. En fait, les aides au maintien en bio, qui sont quand même extrêmement importantes pour les agriculteurs bio, ont été supprimées. Voilà, donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, la loi d'orientation agricole qui va arriver. Eh bien, en fait, parce que le gouvernement sait qu'on va sans doute réussir à choper quand même quelques majorités, par exemple sur cette question-là, c'est possible, eh bien, du coup, il va s'arranger pour qu'il y ait le moins possible dans cette loi d'orientation et faire le plus possible de réglementation hors loi votée à l'Assemblée nationale. Donc, je ne sais même pas si je pourrais, moi, porter, même si je sais qu'aujourd'hui, je peux avoir quand même pas mal de... Je pense que c'est possible d'avoir une majorité là-dessus à l'Assemblée. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Et alors, la dernière solution, c'est dans la loi de finances, qui arrivera dans quelques mois. S'il y a un 49.3, comme le 49.3 est possible à tout moment sur une loi de finances et autant qu'on veut, vous voyez bien, là aussi, on est coincé. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, dans la Ve République et avec les instruments de la Constitution tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui par ce gouvernement, c'est extrêmement compliqué, même quand on pense avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je voulais juste réagir, moi, sur le bio, parce que je suis d'accord, le bio, pour moi, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Effectivement, il y a du bio industriel. Bon. Par contre, c'est une condition nécessaire pour moi. Et c'est pour moi le vrai indicateur. Parce que d'abord, c'est un cahier des charges qui est très précis, qui a été longtemps travaillé. Il y a des organisations derrière comme la FNAB qui travaillent. C'est aussi le seul moyen, la seule garantie de ne pas avoir de pesticides, mais même en élevage, de ne pas avoir d'antibiotiques préventifs. Voilà, c'est tout. Alors après, c'est vrai que c'est plus cher. Enfin, faut arrêter de penser que le bio est au même prix que le conventionnel. En réalité, c'est plus cher, mais c'est vrai qu'en faisant moins de transformés et surtout moins de carnets, eh bien, c'est possible que ce soit le même coût de revient, voire moins. Alors moi, après, je plaide aussi pour avoir moins de carnets et éduquer d'ailleurs les enfants dès le plus jeune âge à avoir moins de carnets dans le... Et d'ailleurs, la plupart du temps, moi j'ai des enfants qui mangent à la cantine aussi. D'ailleurs, ils me disent souvent, on ne mange pas la viande, mais donc c'est en plus un gaspillage, parce qu'elle est tellement mauvaise que... Voilà, mais c'est qu'en plus... pour moi, il faut éduquer à ça. Donc aussi, on se bat pour une alternative végétarienne chaque jour possible, pour un repas végétarien obligatoire par semaine. Mais je pense que ça fait partie de... C'est un tout, en fait. Voilà. Et sur la question de la viande, il y a aussi dans les cantines, on a plutôt les bas morceaux, les morceaux les moins bons, alors qu'en fait, si on achète à la carcasse, c'est ce que nous disait Jean-Marc Mouillac tout à l'heure, à la carcasse, c'est pas cher, c'est 7 € le kilo, et on travaille tout, et les cuisiniers s'éclatent à travailler tout la bête dans son intégralité. Et je voulais quand même réagir aussi sur la demande qui s'adapte à l'offre, mais il y a aussi un problème d'offre, et notamment quand on est en Île-de-France, il y a quand même un gros problème d'offre agricole, quoi. Et dans le pourtour, moi j'ai beaucoup bossé avec la DRIAF d'Île-de-France, la direction agricole d'Île-de-France, mais qui y compris se pose des questions, parce qu'y compris dans l'administration on se pose des questions quand même, heureusement. Et il y a évidemment le problème d'artificialisation des terres qui quand même il nous reste plus beaucoup de terres en Île-de-France, mais en plus on est en processus d'artificialisation. Et deuxièmement, on n'a pas assez de fruits et légumes, on n'a pas assez d'élevage, et tout ça c'est lié à un mode général de production. C'est-à-dire que pour produire toujours plus, en fait on a spécialisé certaines régions en élevage où maintenant c'est une catastrophe comme en Bretagne avec une surpollution. Et puis d'autres endroits comme le grand bassin parisien où il y a de moins en moins d'élevage, ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a plus de matière organique pour aller épandre sur les élevages, donc on utilise des engrais azotés chimiques. Bref, c'est une catastrophe de spécialiser d'un côté l'élevage et de l'autre côté des cultures, des grandes cultures comme dans le bassin parisien. Donc ça veut dire qu'il faut... ce que je veux dire derrière, c'est que ça veut dire aussi que du côté de la production agricole, il y a énormément à faire.
Ce qui fait que nous, on plaide, en tout cas dans la NUPES, pour des contrats de transition agroécologique, c'est-à-dire reverser une grande partie des aides de la PAC, non pas distribuées comme elles sont aujourd'hui, mais pour des contrats de transition agroécologique qui permettent de transformer profondément tous nos modes de production. Oui, merci. Vous voulez réagir? Cécile et Audrey? Non, mais juste rapidement, juste pour réagir sur deux choses. Effectivement, dans l'exemple de ce qu'est la PAC, le président du département dit souvent, voilà, le département de la Dordogne a fait le choix de maintenir des aides financières à l'agriculture à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui est beaucoup pour un département rural. Mais la PAC, elle arrive et elle balance 100 millions d'euros sur le territoire. Voilà, donc c'est quand même, voilà, on fait du qualitatif, on fait de la transformation, on accompagne les exploitations, mais en face, c'est ça qui est balancé effectivement sans critères de prise en compte de transition. Donc ça va un peu, voilà, à l'échelle d'un territoire concrètement rural, agricole, voilà ce que c'est. Voilà. Et puis, je vais quand même revenir 2 minutes sur le fait que le bio, c'est plus cher. Je suis désolée, hein, mais le bio à l'achat, c'est plus cher. Et c'est important que ce soit cher. Et en tout cas, c'est important que ce soit rémunéré correctement. En revanche, et là c'est pour le coup toute la méthodologie qu'apporte Nourrir l'avenir, etc., sur la transformation, c'est comment, en faisant du fait maison et en utilisant tous les produits, et tout dans le produit, on peut sortir des repas finalement moins chers, de meilleure qualité, bon parce que effectivement, au moins, enfin voilà, c'est aussi en s'amusant, mais dans le respect. L'enjeu quand on dit plus cher ou moins cher, je veux toujours qu'on rappelle qu'il y a la rémunération du producteur et ça ne se négocie pas. Nous, on a effectivement Jean-Marc Mouillac dans le département, il a la réputation d'être celui qui ne négocie jamais un prix avec un agriculteur, jamais, quoi qu'il arrive. C'est pas notre sujet. En revanche, c'est comment on va travailler ça, comment ils vont travailler ça, et comment ils vont, dans le cadre des équilibres aussi nutritionnels, comment ils vont arriver à ce que l'ensemble des enjeux soient traités. C'est toute la méthodologie de Nourrir l'avenir qui est là-dedans et qui permet vraiment d'accompagner, sans remettre en cause la rémunération des agriculteurs. Tout à fait d'accord. Je vous laisse réagir, Audrey. Et ensuite, on prendra 2-3 questions avant que notre grand témoin vienne clôturer cette journée. Alors, moi, je pense que le bio est plus cher d'un certain point de vue et moins cher si on a une vision globale des choses. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Mais pourquoi je dis plus cher? Parce qu'évidemment, c'est plus cher de rémunérer de la main-d'œuvre sur les exploitations en agriculture biologique que de rémunérer des tracteurs sur des centaines d'hectares en grande culture céréalière. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'illusion qui nous berce depuis 2 générations et demie, selon laquelle on pourrait se nourrir sans payer pour se nourrir. Quand on paie une barquette de fraises cultivées ailleurs dans des conditions épouvantables, remplies de pesticides et de perturbateurs endocriniens, 0,40 € ou 0,50 € la barquette de 500 grammes, il y a un problème. Et il y a quelqu'un qui paye au bout. Il y a de l'emploi en moins. Il y a un agriculteur qui s'est surendetté. Il y a des coûts environnementaux. Il y a des coûts pour ceux qui pourraient produire dans de meilleures conditions et pour un prix plus élevé, mais qui n'arrivent pas à s'aligner face à des gens qui effectivement cultivent avec des engrais azotés de synthèse et toutes sortes d'autres intrants de même augure. Mais par ailleurs, le coût du conventionnel agrochimique sur l'environnement, sur les écosystèmes, sur la santé humaine, sur la santé animale, etc., et le coût des subventions et le coût de la PAC, voilà, finalement on se rend compte in fine qu'à la fois en termes de rendement, puisqu'on nous dit les rendements, en termes de rendement et en termes de coût, ce qui coûte plus cher, c'est quand même l'agriculture conventionnelle agrochimique. Voilà. Donc effectivement, à la fois en termes de signal, quand on va dans son épicerie ou quand on est gestionnaire dans la restauration collective, on peut se dire sur le papier le bio est plus cher, mais j'ai envie de dire il est plus cher pour de bonnes raisons, alors que dans la réalité, c'est le conventionnel agrochimique qui est plus cher et pour de très mauvaises raisons. Et par ailleurs,
tout à fait d'accord sur le fait qu'en luttant contre le gaspillage alimentaire, en mettant plus de repas végétariens dans la semaine, en rationalisant les achats et en mettant peut-être une pièce de 110 ou 120 grammes de viande de bonne qualité plutôt qu'une pièce de 130 grammes de moins bonne qualité, ben on arrive à s'en sortir. 80 grammes. Allez, 80, va pour 80. Nous, c'est d'ailleurs le levier qu'on a utilisé pour convaincre, je parlais de vote à l'unanimité tout à l'heure, pour convaincre l'opposition parisienne qu'on pouvait aller vers 40, voire 60% de repas végétariens dans la restauration collective, sans pour autant bannir les protéines animales, mais en dégageant de la marge de manœuvre pour acheter de la viande ou du poisson de meilleure qualité. Bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent que même si le régime végétarien est très bon pour la planète et pour réduire notre empreinte environnementale, on a quand même besoin de l'élevage. Donc moi, il n'est pas question à Paris de soutenir les théories selon lesquelles on devrait bannir totalement l'élevage. On a quand même besoin de l'élevage, on a besoin de fertilisants, on a besoin de désherbants naturels avec l'élevage, et qu'on ne peut pas, si on veut faire effectivement prospérer l'agroécologie, on peut pas s'appuyer sur une agriculture qui serait sans élevage. Quand je disais adapter la demande à l'offre, il ne s'agissait pas, enfin j'ai peut-être pas été assez claire, mais il ne s'agissait pas d'adapter la demande à l'offre de grandes cultures céréalières d'Île-de-France, hein, mais plutôt d'accompagner les producteurs, type ceux qui sont au Gab ou ailleurs, à 250 km autour de Paris, et les éleveurs. On manque de polyculture élevage autour de Paris, mais pas que. Et voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner, mais vraiment en faisant quasiment dans la dentelle, les producteurs pour qu'ils puissent monter en puissance. Et puis, c'est aussi les outils de transformation, réduire la distance entre l'exploitation et l'abattoir, réduire la distance, parce que nous, on est champion à Paris de la carotte bio qui a été cultivée en Île-de-France, mais qui est... Alors, plus maintenant grâce à la COP bio, mais qui est transformée très loin de l'Île-de-France et qui revient. Alors, c'est pour éviter ce genre d'aberration que nous créons AgriParisSen, entre autres. Et comme vous avez mis le département de Lyon, sachez que vous allez manger pas mal de pois chiches et de lentilles. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On est, dans Lyon, on produit pas mal. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs de terre de Pays d'Hôte ici, ce groupement d'agriculteurs bio de Lyon, qui font en plus les choses de façon très intégrée, parce qu'au départ, ils produisaient des lentilles, des pâtes, et maintenant, ils se sont associés avec des éleveurs bio, donc ils nous propose du petit salé aux lentilles 100% bio et fait sur le territoire en territoire de Pays d'Hôte. Tous ces combats-là ne sont pas exclusifs des autres. C'est-à-dire qu'on continue de porter, moi je porte avec France Urbaine le combat pour une exception agricole et alimentaire européenne, et qu'on continue de porter le combat contre les pesticides et contre les engrais azotés de synthèse. Merci. Merci beaucoup, et vous pouvez applaudir. Trois politiques, mais je vais compter 4 avec Cécile. Parce que, moi, j'aimerais juste vous convaincre. Nous, Joël l'a bien dit, nous, notre problème, c'est pas, on ne lutte pas contre les cuisines centrales, mais on a essayé de tout faire pour aller cuisiner différemment dans les cuisines centrales. Et là, c'est des professionnels de plus de 36 ans de cuisine qui vous dit que par rapport au changement climatique et à tout ce qui se passe, on n'y arrive pas et ce n'est pas possible. Alors, moi, je viens du Périgord et j'adore la viande, mais depuis que je suis au collectif, plus ça va, plus je vais sur du végétal et plus ça me passionne. Et en ayant eu la chance d'avoir un parrain comme Olivier, en mettant quelques épices, tout se passe bien. Mais J+4, imaginez les végétaux, J+4, la tronche que ça a, des légumineuses qui sont restées J+4. Nos anciens, les hôpitaux, partout où on peut manger ça. Et alors là, après, moi, je lutte pour aller dire au groupement d'agriculteurs bio de toute la France, si vous faites du bio, nous, si on se bat et si on lutte et si on a fait 10 ans de bénévolat, c'est pour un engagement dans notre tête, en regardant les yeux de moi, de mes filles, de mes petits-enfants. C'est pas possible de transformer ça. Si on ne revient pas à rationaliser les cantines à un nombre
où on arrive à cuisiner. Voilà, Jean-Jacques le disait, il faudrait 100 personnes pour 40 000 repas. Il faut un nombre de repas et les gens qui décident souvent ne cuisinent pas. Les gens qui décident de l'agriculture ne connaissent pas les filières. Je veux dire, les 15 ans que j'ai passé à accompagner un maraîcher dans la première école que j'ai fait en 100% bio, je veux dire, j'ai revu tout ce que faisaient mes grands-parents, quoi. On n'invente rien, il faut juste de dire que le progrès aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu en arrière. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut donner la parole à notre témoin, à notre grand témoin. Des questions quand même dans la salle? Oui, on a un peu de temps avant l'inauguration qui est vraiment à 18h30, hein, donc c'est pour ça que j'essaye d'accélérer. Mais on peut prendre plusieurs questions, 1, 2, 3 questions dans la salle. Oui, bonsoir. C'était une question pour Audrey Bulvard. Je voulais savoir si vous saviez ce que c'était la différence du cahier des charges entre label rouge et le label AB, entre autres par rapport aux entrants. Parce que quand vous me parlez du label rouge, excusez-moi, c'est juste l'arrangé du conventionnel, hein. Alors soit vous êtes vraiment bio, soit le label rouge, c'est quand même des entrants perturbateurs endocriniens avec les mêmes choses que le conventionnel. Merci. Une autre question. Je crois que l'idée, c'était de varier un peu les labels, mais effectivement, c'est un vrai point. Une autre question, on en prend 2, 3, comme ça, vous aurez... Alors, du coup, après l'intervention de madame, ça va faire bizarre, mais Céline Santos-Tunet, je suis la DG du GAB, et je suis désolée, Laure, c'est absolument pas une question, mais nom de Dieu, qu'elle fait du bien votre journée. Vraiment, vraiment, elle fait du bien. Et c'est avec un point d'exclamation, c'est très bien aussi. Est-ce qu'il y a des questions, c'est-à-dire avec un point d'interrogation à la fin, des phrases très courtes, ou un témoignage déterminant? Des financeurs, des gens de la Caisse des dépôts, des gens du Ciresco aussi qui disent « ouais, nous on va y aller ». Bonsoir, merci et infiniment pour cette journée extraordinaire. Je suis conseillère municipale à Chaville et nous essayons nous aussi de passer en régie et de faire le plus possible de bio et de local, grâce entre autres à l'accompagnement du GAB Île-de-France et de la métropole du Grand Paris. Je voulais savoir si, parce que j'en ai peu entendu parler, sauf par une personne ici, si on prenait en compte le sujet des vers de terre et l'importance qu'il y aurait à leur donner une existence législative comme j'ai cru que vous vouliez les mettre dans les cantines. Ok. Voilà. Je pense qu'ils ont besoin d'être protégés parce que c'est notre survie qui est en jeu. Les abeilles, c'est super, mais les vers de terre, c'est indispensable. Merci pour... Une question encore derrière, Marine. Bonsoir Audrey. C'est la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris. Alors, je suis navrée, mais en fait, on est un petit peu, mais on vous invite, puisque le collectif est invité à venir travailler chez nous. Beau défi, puisqu'on est en cuisine centrale en liaison froide, 13 000 couverts par jour. Eux, on est en train de faire une petite démonstration qu'on peut bien manger et bien travailler dans la limite du modèle de 13 000 repas en liaison froide. On n'est plus en J+5. Ça, non. Effectivement, J+5, ça passe pas. Mais on travaille quasiment à J-24, J-48, parce qu'il faut sortir 13 000 couverts dans une cuisine centrale qui a été faite il y a 12 ans et qui n'était peut-être pas très bien construite à l'époque ou pas très bien pensée en tout cas, surtout pas pour faire de la cuisine sur place. Aujourd'hui, on est à 48% de bio en 2022, 81% d'alimentation durable, un peu moins si on joue le PAD, on descend un peu
parce qu'on a comptabilisé quand même le HVE pour les déclarations Egalim, mais on peut y arriver grâce au soutien de la ville, parce que sans le soutien de la ville, pour le coût des denrées, on n'y serait pas arrivé. Mais effectivement... Vous avez une question ou c'est un témoignage? Non, j'ai juste... Alors, je voulais rebondir là, et moi, j'ai une proposition, mais qui est purement personnelle, pour soutenir la production bio, et en tout cas pour nous, quand on achète les denrées, l'Assemblée, enfin, plusieurs personnes à l'Assemblée en ont parlé, c'est d'enlever la TVA côté bio et de taxer pour les externalités négatives les denrées conventionnelles. Et là, on va peut-être retrouver un équilibre. Bon, voilà, de la créativité, on va supprimer la TVA pour les bio. Est-ce que vous voulez répondre un peu aux interpellations sur le label rouge, Audrey? Il faut répondre, de toute façon. Alors, d'une part, notre plan alimentation durable qui fixe à 100% de bio et ou durable les taux d'ici la fin du mandat prévoit 75% de bio. Donc, à 75% de bio, je pense qu'on est pas mal. On n'est pas à 100%, mais on est quand même plutôt parmi les mieux disants, quand on sait qu'aujourd'hui la moyenne est plutôt entre 5 et 8%, que la loi fixe cet objectif à 20% et que déjà aujourd'hui, je vous disais qu'on est à 54% de bio et eau durable et on est à 35% de bio. Certains de nos gestionnaires, parce qu'il y a 21 gestionnaires de la restauration collective à Paris qu'il faut faire travailler ensemble alors qu'ils sont indépendants les uns des autres, d'où la situation du 5e. Certains de nos gestionnaires sont à 80-85%, les crèches sont à 100% de lait bio et elles ont leurs 3 carottes également et elles sont au global à 85% de bio durable. Sur le label rouge, il n'est pas parfait et notre situation non plus n'est pas parfaite, mais encore une fois, on est dans de la fine couture avec notre plan alimentation durable et nos gestionnaires rajoutent des critères, c'est-à-dire que cette viande label rouge, j'ai volontairement parlé de la viande de race normande, nos producteurs, on va les voir, la carcasse, elle est utilisée de façon optimale. Et effectivement, ce n'est pas toujours de la viande, il y en a, mais ce n'est pas toujours de la viande en AB produite en France qui est servie, mais celle qui est servie, elle est soumise à des critères exigeants en plus des critères du label rouge. Et notamment, effectivement, éviter la nourriture aux antibiotiques et sur l'espace qui est dévolu à chaque animal, etc., etc. Après, encore une fois, Madame, nous ne sommes pas parfaits, c'est clair, mais je pense qu'on est quand même pas trop mal et que par ailleurs, puisque vous défendez le label agriculture biologique, la ville de Paris est le premier acheteur public de France d'agriculture biologique pour sa restauration collective et pas seulement pour sa restauration collective. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on est à 35% de bio dans notre restauration collective et on veut aller vers du 75%. On est des soutiens permanents, loyaux, fidèles du... Comment ? Bio. Et il n'y a pas que du produit frais, il y a quand même les légumineuses en produits, il y a quand même de la conserve qui sont bio, qui ne sont pas que du produit frais. Pardon ? Oui. Mais madame, c'est pour ça, c'est pour ça, mais je pense sincèrement que vous vous trompez de cible si vous pensez que je ne suis pas soutien de l'agriculture bio. On a organisé en février, les premiers rendez-vous de la restauration collective durable à Paris. La Seine-Saint-Denis avait organisé une manifestation similaire quelques semaines avant, qui a permis en une demi-journée à 300 rendez-vous directement entre producteurs et gestionnaires. Tout le monde a été ultra ravi. Et ça a permis à des... Mais comment ça, madame, personne ne peut postuler? Mais bien sûr qu'on peut postuler, madame. Non, alors, je crois que là, enfin, de toute façon... Je voudrais juste terminer, si je peux juste terminer une phrase, enfin, répondre à une de vos interjections, peut-être pas à 6, mais à une, vous dire simplement que la ville de Paris, et je pense qu'ils peuvent en témoigner s'ils sont encore dans la salle, est puissamment et, fidèlement
aux côtés du groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, aux côtés de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Nous sommes en rapport constant avec l'Agence Bio et nous soutenons pas seulement philosophiquement, mais aussi financièrement, mais aussi en termes d'accompagnement. Et que AgriParisSen s'organise aujourd'hui pour créer un fonds de portage et de garantie d'accès au foncier, que nous nous soyons engagés dans la sanctuarisation du foncier francilien pour qu'il soit orienté au moment des transmissions vers de l'agriculture biologique, et toutes les opérations que nous menons et le financement que nous apportons à la coopérative bio d'Île-de-France, je pense, plaide plutôt en notre faveur. Ceci dit, évidemment, tout est perfectible. Et je ne dis pas que nous soyons déjà parfaits, mais en tout cas, on a la volonté d'aller assez loin. Je voudrais juste rajouter un mot, parce que ça a été évoqué, je crois, par toi, Aurélie. Tu parlais de la question de la disponibilité du foncier. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui en Île-de-France, pas seulement, hein, mais moi je parle de l'Île-de-France. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui en Île-de-France qui est la captation d'une partie de la surface agricole utilisable pour l'alimentation humaine au profit de cultures énergétiques intermédiaires, etc. Et où on se retrouve dans une situation complètement ubuesque où, alors que la méthanisation, qui à mon sens est un bon principe, était là au départ pour valoriser des déchets d'une production agricole, aujourd'hui on en est à des productions agricoles qui doivent valoriser le méthaniseur. Donc on marche sur la tête, ça coûte des millions d'euros. On est dans une région qui signe des chèques de millions d'euros de soutien à des agriculteurs qui se lancent dans on n'a pas super méthaniseurs, mais dans de très grands méthaniseurs en Île-de-France. C'est de la surface agricole pour l'alimentation en moins. C'est de la captation de CO2 en moins, puisque le fauchage de ces cultures-là, eh bien, non seulement libère du CO2, mais empêche de la séquestration de carbone. Et tout ça parce qu'on est toujours dans ce système de toujours plus, de gigantisme, où on ne remet pas... Et de production d'énergie dont on a besoin, parce qu'on ne veut pas que du nucléaire en France. Ah, mais je suis d'accord, mais on peut développer des ENR, des énergies renouvelables, ce qui n'est pas la même chose que la méthanisation. Alors ça fait aussi l'office d'un vrai gros sujet, l'agrivoltaïsme et l'agrivoltaïsme. Non, mais ces sujets-là, c'est pas la même chose. Là, je parle de la méthanisation. Le photovoltaïque, c'est encore autre chose. Je parle de la méthanisation. Non, mais agriculture et énergie, je parle du fait que des milliers d'hectares sont en train de sortir de la SAU pour uniquement alimenter des méthaniseurs. Voilà. Uniquement pour... Écoutez, je reviens des assises européennes de la transition énergétique. Il y a aussi beaucoup d'alternatives qui fonctionnent. Et donc ça, c'est un sujet qui est aussi très important. On s'éloigne du sourire des enfants devant leur yaourt à la fraise. Ils ont besoin qu'on cultive des fraises, tu vois. Absolument. Ils ont besoin qu'on cultive des fraises et pas uniquement des céréales qui vont rentrer dans le méthaniseur. Tout à fait. Alors, c'est là-dessus quand même que je dois, en tant que maîtresse du temps, maintenant vous remercier d'avoir été présent pour cette table ronde.